Alors, quand on va provisionner nos ressources, c'est bien de passer par la console pour créer une machine virtuelle, passer par le shell en lançant des commandes gcloud ou autre, en passant par le REST API, mais à un moment donné, on a besoin d'automatiser, d'industrialiser la création de notre infrastructure. Aujourd'hui, pour moi, le challenge pour moi, dans n'importe quelle entreprise, c'est en cas de problème, en cas d'incident, de pouvoir créer toute leur infra de zéro. Pour moi, c'est ça le challenge, parce qu'il y a des gens qui vont faire de l'automatisation, des bouts qui sont automatisés, d'autres bouts qui sont faits à la main. Donc, pour moi, l'idée, c'est d'avoir une chaîne qui est 100% automatisée pour le déploiement de l'infrastructure. Et c'est pour cela que de nos jours, on parle de plus en plus donc de la notion d'infrastructure as a code, et on va voir à travers ce module quels sont les outils qui nous sont mis à disposition dans la GCP pour qu'on puisse créer de façon automatique nos infrastructures. Alors, pourquoi on a besoin d'automatiser l'infrastructure? Parce que la question, elle se pose. Pourquoi j'aurais besoin de le faire? Donc, comme je dis, c'est pour pouvoir avoir une automatisation full de notre infra. Ça nous permet aussi de redéployer l'infrastructure à la demande en cas de problème, en cas de déploiement dans un nouveau pays, dans une nouvelle région. Moi, j'ai un client, par exemple, qui avait une distribution en Europe, parce qu'il avait que des clients qu'en Europe. Et aujourd'hui, il a l'intention de s'étendre aux États-Unis. Donc, ils ont besoin de créer une instance spécifique pour les États-Unis, parce qu'en fait, pour des raisons réglementaires, les données doivent être aux États-Unis pour cette entreprise-là. Et du coup, le fait qu'on ait fait de l'infrastructure as a code, donc on est capable, en moins d'une heure, de recréer toute la solution qu'on avait en Europe, directement aux États-Unis. Donc avec vraiment un coût qui est moindre en termes d'efforts, mais aussi en termes d'argent, puisqu'en fait, on va rien redévelopper. On va juste utiliser les scripts qui ont été utilisés pour la création de la première infrastructure. Et surtout qu'on a en fait une infra qui est documentée. On sait qui a fait quoi, qui a créé la machine, qui a modifié la ressource, qui a créé le cluster Kubernetes, qui a arrêté le pod. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir surveiller, documenter et avoir une trace. Parce que si on passe exclusivement par l'interface graphique, sans faire du clic-clic, et là, à un moment donné, on peut oublier. J'ai oublié les étapes que j'avais fait pour créer mon infrastructure, et je serai, dans certains cas, incapable, dans certaines architectures qui sont complexes, de reproduire ce que j'ai fait. Et parfois, j'ai des comportements anormaux ou indésirables. Donc là, avec l'infrastructure as a code, je suis capable de remonter les différents commits et de rejouer l'infrastructure et voir ce qui ne va pas. Bien sûr, on va versionner, comme je dis, on va avoir un repo dans lequel on va gérer notre infra, qui va être géré comme du code, c'est du développement, donc je vais avoir des commits, et on peut même automatiser la création de cette infra dans des chaînes CI/CD. À chaque fois qu'il y a un nouveau commit, hop, je déclenche un build, peu importe l'outil de CI/CD, et qui va me mettre à jour l'infrastructure de façon automatique. C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, au quotidien, chez nos clients. C'est quelque chose qui est inclus dans notre quotidien et dans notre façon de faire. Moi, quand je vais aller chez le client pour faire une intervention, pour moi, par défaut, je vais faire de l'infra as a code. Je vais passer par l'interface. Et même pour le client, c'est un livrable. Parce qu'à la fin, je lui livre sa infrastructure sous forme de code. Il n'a pas besoin de m'appeler le lendemain pour savoir, ou le mois d'après, pour savoir ce que j'ai fait exactement sur son infra. C'est un problème. Il a déjà le code, et n'importe quel autre développeur qui va arriver sur le projet, il est capable de relire ses scripts et savoir exactement ce qui s'est passé, comme pour du code applicatif. Alors, avant d'arriver à automatiser avec du code, on a aussi en fait certains outils qu'on va retrouver au sein de la GCP, si on les met bout à bout, nous permettent de réaliser certaines tâches de façon automatisée. Alors, quand je vais créer une machine virtuelle, j'ai besoin d'avoir une image d'un OS. Donc là, j'ai deux choix. Soit je vais utiliser une image fournie par Google, donc Google nous fournit un ensemble d'images, Linux, donc on a plusieurs types, Ubuntu, Red Hat, SUSE, donc voilà, et on a aussi des images Windows, c'est quelque chose qu'on a aussi, mais parfois j'ai besoin de créer ma propre image. Moi j'ai des clients qui ont des spécialistes de système et qui créent leur propre image système dans laquelle ils vont installer certains softwares spécifiques, par exemple des antivirus ou des outils de sécurité relatifs à l'entreprise, mais aussi peut-être retirer certains composants qui n'en ont pas besoin dans une image de base par défaut. Donc là, ils vont pouvoir importer leur propre image pour initialiser la machine. Maintenant,
Une fois que j'ai créé ma machine virtuelle, j'ai besoin de la sauvegarder, de faire des sauvegardes. Et là, ça passera par ce qu'on appelle des snapshots. Et les snapshots, ça va concerner bien précisément, c'est les disques. Parce que ce qui nous intéresse, qui contient les données, c'est le disque. La machine virtuelle, c'est-à-dire la CPU et la RAM, ce n'est qu'une enveloppe, c'est un environnement d'exécution. C'est pour cela que dans la GCP, je vais sauvegarder le disque et je vais pouvoir remonter une nouvelle machine au besoin, qui va être plus puissante ou moins puissante, sans altérer donc, le fonctionnement de ma VM, parce qu'en fait, c'est le disque qui porte l'état. Après, soit donc, on a dit que je vais faire des snapshots, donc c'est des snapshots incrémentales, c'est des sauvegardes dans mon image, mais je peux aussi créer des images. Alors la différence fondamentale, c'est que les snapshots, en fait, on ne peut pas les partager entre les projets, mais par contre, une image, elle est interprojet. Donc je peux définir un projet qui contient les images, mes images de confiance. Donc c'est-à-dire que soit j'ai quelqu'un qui va le faire avant, soit je peux directement dans la machine virtuelle installer les softwares qui vont bien. Par exemple, moi je vais installer Git, je vais installer Maven, je vais installer Java pour mes développeurs Java. Donc je vais leur créer une image pour développer. Après je crée une image, donc ça devient mon nouveau template que je peux utiliser pour cloner d'autres machines. Et donc là, on a la possibilité à travers ce qu'on appelle les organization policy dans la GCP, de dire, dans mon organisation, je veux que tous les utilisateurs utilisent les images qui sont dans ce projet de confiance. Et du coup, on n'a plus le choix. Un développeur ne peut pas aller choisir n'importe quelle image qui est disponible, mais il sera obligé d'utiliser l'image Gold, ce qu'on appelle Gold, donc c'est l'image, on va dire, parfaite, qui va être utilisée par tous les utilisateurs. Et comme ça, on renforce donc, la sécurité au sein de l'entreprise pour ne pas avoir donc, un parc système qui est hétérogène. Alors, pour démarrer la machine, on peut aussi lui fournir un script de démarrage, ce qu'on appelle le startup script, mais on a aussi son équivalent pour la partie shutdown, qui vont permettre en fait, d'installer des logiciels, du software, de façon automatisée au démarrage. Donc je mets à jour par exemple le système, j'installe un Apache, voilà, donc c'est vraiment des tâches que j'ai besoin d'exécuter, mais il ne faut pas que ça dépasse 90 secondes. Donc on a un timeout pour que ça reste quand même assez rapide. Donc il ne faut pas que ça dépasse 90 secondes pour exécuter ce script. Et ça passe à travers ce qu'on appelle les métadatas, qui sont des clés valeurs qu'on peut passer à la machine virtuelle pour lui fournir certaines informations. Par exemple, soit les startup scripts, mais aussi les clés SSH, qui sont autorisées à accéder à mes machines. Alors, pour utiliser donc des machines virtuelles sous un load balancer, on est obligé de créer ce qu'on appelle un groupe d'instances. Et ces groupes d'instances ont besoin d'avoir un template. Donc, au même titre que créer une machine virtuelle, je vais avoir un menu au sein de la GCP qui est identique à la création d'une machine, qui va juste me créer un modèle. D'accord? Donc, je ne vais juste pas avoir donc, le bouton Create qui va effectivement créer la machine virtuelle, mais qui va juste me créer un modèle. Et ce modèle-là, je peux me baser là-dessus pour créer l'ensemble de mes machines qui vont constituer mon groupe. Et après, mon load balancer va équilibrer le trafic entre ces machines identiques qui vont contenir en fait le même microservice, pour lequel je peux scaler de 1000 instances jusqu'à max instance. Et bien sûr, si vous vous rappelez, on a aussi donc, les API qu'on peut utiliser. Et donc les API, ça peut être un moyen efficace pour automatiser donc, la création de notre infrastructure. Et d'ailleurs, il y a un pattern qui est très intéressant qui peut être fait, c'est utiliser une machine virtuelle comme étant un créateur d'infrastructure. La machine virtuelle, donc, elle a les autorisations nécessaires pour pouvoir le faire. Donc on va avoir un compte de service qui va être attribué à la machine virtuelle pour lui donner une identité et l'autoriser à utiliser certaines API. Et puisqu'elle est autorisée, ben elle peut être en fait une infra-maker. Donc je peux, à travers cette machine virtuelle, créer tout un environnement à travers des scripts que je peux même stocker dans un cloud storage. Donc là, je peux créer une base de données, je peux créer un cluster Kubernetes. Et on a déjà eu le cas avec un client où on avait besoin de créer des environnements à la volée pour chacun des utilisateurs. Et donc là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Donc on a besoin d'avoir en quelque sorte un outil qui est automatisé, qui nous permet de le faire. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une VM qui était autorisée. Et à chaque fois qu'on a un nouvel utilisateur, une nouvelle demande de création d'infra à la volée, cette machine virtuelle, avec les autorisations nécessaires, va s'occuper de le faire. Et bien sûr, nous rendre les informations nécessaires, donc le retour des appels API, pour qu'on puisse les fournir à l'utilisateur, pour qu'il puisse utiliser sa machine. D'accord? Donc ça, c'est un pattern qui peut être très intéressant dans certains cas, qu'on peut utiliser. D'accord? On a aussi le Cloud SDK, donc ça c'est à travers donc, la ligne de commande. On peut aussi créer des scripts. Voilà, donc c'est l'automatisation voilà, de l'infra en ligne de commande, mais aussi en client library avec les langages de programmation. Donc je peux créer une application
qui me permet d'automatiser la création de l'infra aussi, en utilisant donc, les méthodes qui sont fournies par ces librairies-là. Et bien sûr, on a toujours besoin donc, de l'autorisation. Si vous avez remarqué, c'est la même chose que pour les API, qui ont besoin la machine a besoin d'un compte de service pour qu'elle soit autorisée. Gcloud aussi, elle a besoin d'une identité. Soit l'identité de l'utilisateur, donc si je passe par mon propre compte pour faire les modifications, mais là on est dans un cadre automatisé. Donc elle ne peut pas utiliser une identité d'une personne, donc elle a besoin aussi d'une identité technique qui est un compte de service. Donc on va lui fournir donc, le fichier JSON qui contient la clé du compte de service, et donc la commande Gcloud va être capable donc, de l'utiliser pour s'authentifier dans la plateforme et créer l'ensemble de l'infra. Le Cloud SDK ne contient pas uniquement les outils de ligne de commande, mais contient aussi d'autres composants. Donc, par défaut, on a le minimum d'outils qui sont installés, mais par la suite, on peut aussi installer d'autres composants, en l'occurrence, un kubectl, qui est kubectl, qui est en fait l'outil de ligne de commande pour Kubernetes. On peut aussi utiliser des composants, aussi les librairies qu'on va utiliser, les librairies Google. On peut les mettre à jour, on peut les supprimer. Donc à travers Gcloud donc Components, et après on mettra le verbe qui nous permet donc de faire l'action nécessaire, nous permet donc de créer, donc de rajouter des composants à notre installation, bien sûr que ce soit dans le Cloud Shell, mais aussi sur nos propres machines. Moi, en tant que développeur, donc dans la vraie vie, je peux utiliser le Cloud Shell, donc c'est un raccourci facile, mais je peux aussi installer tous les outils sur mon PC pour être indépendant en quelque sorte du cloud et bosser tranquillement sur mon PC. Et une fois que j'ai terminé, je peux pousser mes scripts et ils sont directement pris en compte si j'avais mis en place une chaîne CI/CD d'automatisation. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on a 3 lignes de commande par défaut, plus kubectl, qui vont un peu gérer l'ensemble des produits dans la GCP, donc l'exclusivité des produits. Et donc la différence fondamentale pour Kubernetes entre Gcloud et kubectl, c'est que Gcloud nous permet de créer le cluster, donc de créer l'infra, les nœuds, et kubectl nous permet de manipuler nos applications au sein du cluster. Donc, si je veux créer un déploiement, si je veux créer un service, je passerai par la commande kubectl, qui est plus en mode PaaS qu'en mode IaaS, infrastructure as a service, mais plutôt en mode plateforme as a service. Alors, donc, on y revient. Donc, l'infrastructure as a code. Donc, tout simplement, je vais avoir du code. Comme vous le voyez à gauche, c'est un code qui crée en Deployment Manager. Donc, on va voir ce que c'est dans les slides qui suivent. Et automatiquement, une fois que j'ai exécuté ce script de déploiement, qui est bien sûr variabilisé pour que je puisse l'exécuter sur plusieurs environnements. Donc en dev, en prod, en QA, on n'aura pas les mêmes variables, on n'aura pas les mêmes identifiants de base de données, par exemple. Donc là, on a besoin de variabiliser ces scripts. Une fois qu'il est exécuté, dans notre exemple, il va nous permettre de créer un cluster Kubernetes, par exemple. Donc ça, on peut le faire de façon automatique. Alors, Deployment Manager, c'est l'outil manager de Google, c'est un outil serverless qui nous permet de créer, à travers des fichiers YAML, mais aussi à travers des fichiers de templating Python, notre infrastructure. Donc là, je vais déclarer, de la même façon que je le fais dans la console, dans un Gcloud, je veux créer une machine virtuelle qui est rattachée à tel réseau, à tel sous-réseau, avec telle caractéristique. Je veux que ce soit preemptible ou pas, rajouter des GPU, comment je veux la sécuriser, et je donne tout ça à mon script, et c'est lui qui va s'occuper de l'instancier. Donc Deployment Manager, c'est un produit qui est utilisé chez certains de nos clients, qui vous permet d'automatiser cette tâche-là d'automatisation et qui est uniquement disponible dans la GCP. Donc là, si on regarde un peu le marché des outils, on a pas mal d'outils qui nous permettent de faire de l'automatisation. Donc dans GCP, on a Deployment Manager, qu'on vient de citer. Chez Amazon, il y a CloudFormation. Mais on a d'autres outils qui sont un peu indépendants des plateformes. En l'occurrence, Terraform, qui est un peu le produit le plus populaire aujourd'hui en entreprise pour l'automatisation de l'infra ou l'infra as a code, parce qu'il est workflow agnostique par rapport aux différents cloud providers. Quand je dis workflow agnostique, ça veut dire qu'on va écrire du code différent pour chacun des providers, donc ce n'est pas le même code qui va s'exécuter, mais par contre, une fois que j'ai appris comment ça marche, ça va être facile de passer d'un provider à un autre. Là, typiquement, dernièrement, j'ai eu une demande d'un client qui veut migrer de AWS vers GCP. Il a déjà mis en place ses scripts Terraform. Donc là, il nous a fourni ses scripts, et pour nous, c'est plus facile de migrer, de s'inspirer de ce qu'il a déjà fait que de partir de zéro. Parce qu'on voit très bien un peu la logique métier derrière, et on va retrouver un peu les produits remplaçants dans la GCP qui vont remplacer les produits chez Amazon. Donc si on compare rapidement Deployment Manager par rapport à Terraform, aujourd'hui on est plutôt à 50-50 dans l'utilisation. Donc si vous travaillez uniquement sur la GCP, Deployment Manager, c'est un très bon choix, parce qu'en fait il est déjà intégré avec la plateforme,
régie par les droits IAM. On bénéficie aussi de toute la suite Stackdriver pour le monitorer, pour récupérer les logs. Donc c'est vraiment un outil centralisé au sein de la console, mais qui est uniquement lié à GCP. Si on est dans une entreprise qui est plutôt multi-cloud et qui a cette stratégie-là, cette volonté soit d'avoir des clouds en parallèle ou de migrer, à terme, ça peut être intéressant d'utiliser un outil type Terraform, qui lui donc, un produit open source, bien sûr. Et on a deux façons d'interagir avec Terraform, soit en utilisant le CLI, donc l'outil de ligne de commande, soit récemment, il y a aussi Terraform Cloud, qui est un produit SaaS Terraform, qui permet de gérer visuellement et de façon plus intuitive donc l'automatisation de votre infrastructure. Dernière chose qu'on va voir dans ce module, c'est Marketplace. Donc, Marketplace, c'est un produit pareil, managé par Google, qui est juste en fait un magasin de produits. En gros, on a des produits qui sont clés en main, prêts à l'emploi, qu'on peut utiliser pour démarrer rapidement dans notre infra. Aujourd'hui, j'ai besoin de mettre en place un Jenkins. J'ai une solution dans Marketplace qui me permet de le faire. D'accord? Donc, je vais cliquer sur un bouton et directement, je vais avoir donc l'installation d'une machine virtuelle qui contiendra ce Jenkins. J'ai besoin d'un LAMP, j'ai besoin d'une appliance de sécurité. Et donc, il y a des produits qui sont gérés par Google, mais il y a des partenaires aussi qui permettent donc de le faire. Et on va rapidement donc voir à quoi ça pourrait donc ressembler Marketplace. Donc, vous l'avez dans le menu. C'est le premier. Et donc, dans mon cas, je vais chercher un Jenkins, par exemple. Donc là, je peux chercher un Jenkins. Donc, je vais le trouver. Et donc là, j'ai un bouton pour configurer. Donc là, il me dit donc, quelles sont donc, les versions qui sont concernées. Je clique sur Configure. Et donc là, je peux choisir où est-ce que je veux donc, créer mon cluster. Donc là, c'est à base donc, de Kubernetes. Donc je vais installer un Jenkins dans un Kubernetes. Je vais utiliser quel namespace je vais utiliser. Et quand je clique sur Create Cluster, donc il va me créer le cluster. Et quand je crée sur Deploy, donc là, il va directement déployer la solution. Et toutes les solutions qui sont dans le Marketplace se basent sur Deployment Manager. C'est des scripts de déploiement automatisés qui sont derrière et qui vous permettent automatiquement de les utiliser. Donc là, vous avez donc les déploiements publics, mais vous pouvez aussi créer votre propre catalogue de déploiement de solutions dans votre repository, en les traitant comme étant du code. D'accord ? Donc on a fini avec cette partie automatisation.